Donc, je suis Vivien Saunier, médiateur jeu à la bibliothèque départementale sur l'antenne de Tours, avec Brigitte Chevreuil pour l'antenne de Loches et Benjamin Drouillet pour l'antenne de Chinon. Et nous sommes amenés à intervenir dans les médiathèques du réseau pour des animations jeux de société, jeux de rôle, jeux d'écriture et aussi jeux vidéo. Donc pendant une demi-heure, je vais vous parler des possibilités d'animation que vous pourriez organiser dans vos structures. N'hésitez pas à noter des questions dans le chat au fil de la visio. J'essaierai d'y répondre en toute fin. Je vais glisser aussi énormément d'exemples de jeux, de titres que nous avons sur nos consoles. Et sur la vidéo YouTube, je mettrai des liens vers des bandes annonces de tous ces jeux-là. J'essaierai de vous les décrire en quelques phrases là ce matin, mais libre à vous après d'aller constater à quoi ça ressemble et en quoi ça consiste une fois cette vidéo postée sur YouTube. Donc le profil des joueurs en France, on a tendance un peu à penser que le jeu vidéo c'est un loisir d'ados, que c'est énormément de collégiens, de lycéens, surtout les garçons, dans l'inconscient collectif. Je me suis dit que ça pouvait être pertinent de trouver des chiffres. Alors je ne vais pas vous bombarder de statistiques et de pourcentages, mais juste sur quelques diapos, prendre conscience en fait de qui joue aujourd'hui en France, un peu, beaucoup ou passionnément. Et ces chiffres, je les ai pas sortis de mon chapeau. Je suis allé voir l'essentiel du jeu vidéo qui est publié tous les ans par le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs. Donc c'est un rassemblement d'éditeurs de jeux et puis d'organismes. Et chaque année, ils font un sondage et il y a des milliers de personnes qui répondent de toutes les générations sur leurs pratiques autour du jeu vidéo. Ça va permettre peut-être de passer un coup de balayette sur certains clichés. Selon ce sondage, il y aurait 39 millions de joueurs. Donc on a les chiffres pour les 10 ans et plus, on n'a pas l'info pour les moins de 10 ans. Donc 7 Français sur 10 déclarent jouer au moins occasionnellement. Alors est-ce que c'est une fois par an, est-ce que c'est une fois par mois? Ils sont joueurs, après toutes plateformes confondues, ce qui représente quand même une bonne partie de la population. 86% des adultes disent jouer régulièrement ou occasionnellement, et 14% des 10-17 ans pour les enfants. Par rapport à l'âge et par rapport au sexe, on peut voir que le joueur moyen a 38 ans, 37 ans pour les hommes, 39 ans pour les femmes. On est sur 53% de joueurs, 47% de joueuses. C'est plutôt la génération des années 80-90 qui joue aujourd'hui, mais il y en a autant avant et après. Donc les seniors jouent aussi, et les juniors, les ados jouent entre autres, mais ça va être les trentenaires et les quadras qui vont être le noyau dur, on va dire. Pour les joueurs de jeux vidéo, 20% qui jouent plusieurs fois par jour et 31% presque tous les jours. Et pour les enfants, on est à peu près 62%, et pour les adultes, on est à peu près 50% qui jouent quotidiennement, voire plusieurs fois par semaine. Pour le pavé qui est juste en dessous, vous voyez que c'est sensiblement, oui, on reconnaît que les 10-14 ans jouent un peu plus que les 15-17 qui jouent un peu plus que les 18-24 ans. Mais dans l'ensemble, ça va jusqu'à 60 ans et plus. Et on va voir juste après quels sont les supports de prédilection selon l'âge et selon la génération. Le support en tête, ça va être le smartphone. Vous voyez qu'il y a 53% des personnes qui ont répondu à ce sondage qui utilisent leur téléphone. Et oui, les applis sur smartphone, sur tablette, c'est du jeu vidéo. Candy Crush, même si on y passe 30 secondes, 5-10 minutes dans les transports en commun, on joue aux jeux vidéo. Juste après, on a les consoles qui sont quand même sur la deuxième place, l'ordi qui a aussi tout un catalogue, et puis les tablettes en quatrième place. Et vous voyez que on utilise en moyenne 2 supports, donc le smartphone et la console, ou la console et l'ordi, ou l'ordi et la tablette. Et il y a plus d'un tiers des répondants qui sont sur 3 supports. Et quand on aime, on ne compte pas. Mais vous voyez qu'il y a vraiment énormément de genres dans le jeu vidéo. Et pour ce qui est des pratiques sociales, puisqu'on a tendance à coller un peu l'étiquette sur cette pratique culturelle d'un loisir solitaire, où on est dans sa chambre, le nez collé à l'écran, ça peut être vrai en partie, mais énormément de joueurs apprécient le côté social, le côté rencontre, d'où le boost des jeux en ligne. Vous avez peut-être entendu parler des MMORPG ou des MMOFPS, donc les jeux qui se font sur Internet avec
des amis qui se connectent au même moment, on se donne rendez-vous et on va s'identifier à la même heure. 31% des joueurs ont le sentiment d'appartenir à une communauté. Et vous allez pouvoir constater juste après que ce qu'on propose à la bibliothèque départementale, ce sont des temps de partage, des temps de rencontre, des temps de complicité, dans l'idéal en famille, avec les parents, voire les grands-parents, ou alors les copains d'école qui se retrouvent à la médiathèque pour faire des parties à plusieurs manettes, et non pas tout seul dans son coin. J'arrête de vous embêter avec les chiffres, mais ça permet de mieux comprendre voilà, qui joue en France et un peu le profil du joueur et de la joueuse. Il faut aussi se rendre compte de la place du jeu vidéo dans la culture française. Je vais prendre quelques minutes pour détailler un peu l'influence que le jeu vidéo peut avoir sur d'autres médias. Le cinéma a les Césars, a les Oscars. Eh bien, figurez-vous qu'il existe une cérémonie qui récompense depuis maintenant 4 ans, c'est tout jeune, mais il y a une légitimité, une reconnaissance du média jeu vidéo avec les Pégases. Et il y a des grands noms du jeu vidéo qui ont reçu cette prestigieuse récompense avec des grands acteurs et actrices de la scène du jeu vidéo, donc scénaristes, réalisateurs, réalisatrices. C'est récent, mais c'est bien la preuve que voilà, c'est entré maintenant dans les pratiques culturelles et dans la reconnaissance par les médias. Un petit mot sur l'influence du jeu vidéo sur le cinéma. Vous êtes peut-être allé voir sans le savoir un film qui est tiré d'une licence de jeu vidéo, ou alors un film qui a très bien marché et qui est après devenu un jeu vidéo. Donc je vous glisse quelques exemples rapides. Tomb Raider, qui est une licence qui a maintenant presque 20 ans, a été adaptée plusieurs fois au cinéma, avec Alicia Vikander récemment, mais Angelina Jolie il y a plus longtemps. World of Warcraft, on est sur un MMO RPG, et il y a aussi une adaptation sur grand écran de cet univers très fantasy, avec des orques, des chevaliers, des mages, des dragons. Monster Hunter, où on incarne un guerrier, une guerrière dans un monde peuplé de créatures et de monstres typés parfois dinosaures, mais un peu voilà, avec leur bestiaire propre. Et il y a eu aussi l'adaptation sur grand écran avec Mila Jovovich dans le rôle principal. Vous noterez que je ne suis pas en train d'évoquer la qualité de ces films, je constate juste que ces films existent. Je vous laisserai après en juger. Et ces deux exemples ne sont pas adaptés de jeux vidéo, mais s'inspirent des univers de jeux vidéo, avec les mondes de Ralph 1 et 2 chez Pixar, où il y a des clins d'œil à chaque minute sur les grands noms des jeux vidéo, des consoles Sony, Nintendo et Microsoft. Et Pixels, où des créatures qui sortent, on va dire, qui viennent de bandes d'arcade, envahissent une grande ville américaine et doivent être chassées par les personnages principaux. Vous avez forcément entendu parler de Ready Player One de Spielberg, où l'humanité, le matin, se lève, enfile son casque VR et va vivre une deuxième vie, incarner un avatar, un personnage pour vivre des aventures pixelisées et virtuelles. Ou Tron, qui, je crois, le premier était dans les années 80, si ma mémoire est bonne, et avait révolutionné le cinéma pour les effets spéciaux de l'époque, qui étaient vraiment novateurs. Et Tron l'héritage, où on retourne dans cette bande d'arcade avec bien sûr les effets spéciaux plus actuels. Voilà pour le cinéma, mais dites-vous qu'il y a aussi un vrai lien de transmission entre le jeu vidéo et la littérature. Des jeux vidéo ont été adaptés en roman lorsqu'il y avait un certain succès sur les petits écrans, ou alors ont adapté le roman sur console ou sur ordinateur. Par exemple, BioShock, où le tout dernier est dans une atmosphère un peu plus, un peu steampunk, avec des dirigeables, des cités flottantes. Là, je parle du plus récent. Et les deux premiers, on est dans une cité sous-marine dirigée par un homme un peu mégalomane, où la population a basculé dans la folie. Vous avez le roman de John Shirley qui reprend cette esthétique, cet univers. Métro 2033, nous sommes en Russie, dans un monde futuriste où il y a eu une catastrophe nucléaire, donc c'est du post-apocalyptique. L'humanité doit se réfugier dans les couloirs du métro à Moscou, puisque quand on sort, les créatures ont muté et les chiens font 3 mètres de haut et deviennent bien évidemment une menace pour l'humanité. Il y a eu 3 jeux vidéo qui adaptent
cette trilogie de Glukowski. Andrzej Sapkowski, qui est l'équivalent polonais de Tolkien en Europe de l'Est, avec Le Sorceleur. CD Projekt est un studio polonais qui a adapté le personnage de Geralt dans une trilogie de jeux vidéo. Et Netflix a fait le choix aussi d'adapter cette série en reprenant les personnages principaux des romans et des jeux vidéo. Je vais maintenant parler de transmédia, où une licence de jeux vidéo et ou de romans va être développée sur plusieurs supports. Dans Assassin's Creed, les premiers jeux vidéo permettaient au personnage principal de s'allonger dans une machine et de revivre les souvenirs d'un ancêtre avec qui il partage son ADN, de permettre aux joueurs de passer 10, 15, 20, 30 heures dans différentes époques. Vous pouvez voir dans les personnages qui sont en haut de la diapo que plusieurs siècles sont couverts. Il doit y avoir une douzaine de jeux maintenant chez Assassin's Creed. Eh bien, Oliver Bowden en a fait des romans qui reprennent un peu les trames des jeux vidéo. Il y a aussi une bande dessinée. Et à droite, je vous ai mis l'affiche du film avec Fassbender et puis Marion Cotillard aussi dans un des rôles principaux. Mass Effect, si vous n'en avez jamais entendu parler, on est sur, pour grossir un peu le portrait, on va être sur du Star Wars sur console. On est le capitaine d'un équipage dans un vaisseau qui va parcourir la galaxie. Vous pouvez lire les romans. Donc ça permet à ceux qui ont adoré cette licence d'apprendre un peu plus sur certains personnages. Il y a eu des comics aussi, là c'est mon exemple au milieu chez Dark Horse, et un film d'animation est sorti aussi en direct ou DVD, donc je ne pense pas qu'il a eu de passage en salle, mais vous voyez que cette licence a vraiment été développée sur plusieurs supports pour découvrir certaines facettes de personnages ou combler les trous entre les différents opus qu'on a pu vivre sur ordi ou sur console. Je termine avec le rapport du jeu vidéo et la musique. Figurez-vous qu'il existe des grands noms de compositeurs de musique, comme un Hans Zimmer pour le cinéma ou un James Horner. Les puristes vont adorer acheter les OST, donc les bandes originales de certains jeux. Vous avez des concerts musicaux dans des grandes salles où des extraits du jeu vont être diffusés sur écran pendant qu'un orchestre philharmonique fait la bande originale en direct. Il y a l'équivalent en film, bien évidemment. Je sais qu'Alexandre Astier l'a fait, entre autres pour Kaamelott. Mais il y a une reconnaissance aussi du jeu vidéo pour sa musique. Et si vous avez la curiosité d'aller jeter un œil sur des plateformes comme Deezer, comme MusicMe, comme Spotify, vous avez énormément de pistes autour de la musique de jeux vidéo. Vous pouvez aussi, à l'occasion, dans votre médiathèque, proposer un quiz, un blind test autour du jeu vidéo. Vous voulez proposer des jeux sur la musique. Just Dance, c'est une valeur sûre. Vous avez des silhouettes sur la télé qui vont avoir une chorégraphie et les joueurs, manette en main, doivent répéter les chorégraphies que les danseurs font à l'écran pour marquer le plus de points s'ils sont synchro avec les gestes et avec le rythme. Et Beat Saber va être un jeu sur casque VR, donc Virtual Reality, où vous avez un sabre laser bleu dans la main droite, un sabre laser gauche dans la main gauche, sabre laser rouge, pardon, dans votre main gauche, et vous avez des blocs rouges et bleus qui vont arriver vers vous sur le tempo, sur les temps, et vous devez trancher les blocs bleus ou les blocs rouges en respectant le rythme. Donc il faut avoir un petit peu le sens du tempo pour être vraiment synchro et marquer le plus de points si vous respectez le rythme de la musique. Voilà pour le rapport avec différents médias, pour la place dans le paysage culturel du jeu vidéo. Et je vais terminer cette partie avec ce que peut apporter le jeu vidéo, notamment en médiathèque, lorsqu'on propose des temps de complicité et de rencontres dans vos structures. J'enfonce une porte ouverte, mais ça permet notamment aux plus jeunes d'apprendre à gérer la frustration si ce n'est pas eux qui ont gagné. À partir du moment où on joue à 3, 4 avec les copains ou avec les parents, des fois on gagne, des fois on perd, donc c'est une façon aussi, de même que le jeu de société d'ailleurs, d'avoir la fierté de gagner et puis de prendre sur soi quand ce n'est pas le cas. Et aussi, c'est l'occasion de respecter l'adversaire. J'aurais pu faire aussi tout un temps sur l'e-sport, sur les compétitions de joueurs professionnels. Et il y a un respect, au même titre que le foot ou le basket ou le hand, dans le milieu du jeu vidéo. Vous pouvez aussi le provoquer dans le cadre d'une animation en médiathèque. J'aime beaucoup proposer certains titres pour permettre aux joueurs de lire autrement, c'est-à-dire de vivre un récit
de suivre des péripéties, de s'identifier à un personnage manette en main sur un écran. Donc vous allez voir que ce sont des jeux relativement courts, dont on voit la fin assez rapidement. En 2 heures, 2 heures et demie, on a le générique de fin, ce qui est plus court que certains romans quand on lit les chapitres les uns après les autres. Par exemple, Journey. Journey, il n'y a aucun texte. Vous n'avez pas de point de vie, vous n'avez pas de bestioles à tuer, vous n'avez pas de monstres à éliminer, vous vous réveillez dans un désert et de temps en temps, vous croisez des ruines d'une mystérieuse civilisation. Vous essayez de comprendre qui a vécu là avant vous. Et The Unfinished Swan, on est dans un conte où vous suivez un cygne qui s'est échappé d'un tableau inachevé. Et les premiers niveaux, tout est blanc autour de vous et vous devez lancer des billes de peinture noire pour révéler le décor. Donc quand la bille éclabousse un banc ou une passerelle ou un mur, ça vous permet d'avancer. Mais vous vivez un conte, l'histoire d'un roi qui s'est isolé dans un royaume et qui a décidé de peindre tout son royaume en blanc pour que les émotions soient, on va dire, un peu occultées. Donc c'est une autre façon de vivre une histoire. Le jeu vidéo permet de développer sa culture générale. Je prends pour exemple Trivial Pursuit. Tout le monde connaît forcément le jeu de société, sauf que la version PlayStation 4, vous êtes sur un plateau télévisé, vous incarnez un candidat, vous avez une voix off qui vous pose des questions, et sur la manette, vous choisissez l'option A, B, C ou D, et vous êtes en concurrence avec ceux qui partagent votre canapé, voire pourquoi pas des anonymes en ligne si vous êtes connecté sur Internet. Donc on propose Trivial Pursuit sur PS4 si vous souhaitez faire des soirées culture G. Assassin's Creed Origins, vous êtes envoyé dans l'Égypte des pharaons. Donc le jeu a une aventure scénarisée avec un personnage qui a des missions à résoudre, mais il y a aussi tout un pan purement éducatif, pédagogique, où vous pouvez retraverser les niveaux du jeu, mais sans gagner de points ou faire les missions, simplement pour avoir des commentaires sur la pyramide de Gizeh, sur les grandes villes qui ont marqué leur époque, avec des choses à lire, des choses à écouter, donc beaucoup plus éducatif sur comment on vivait en Égypte à ce moment-là. Le jeu vidéo va vous permettre de travailler en équipe et de travailler sur la cohésion, la concertation, la communication. Je pense par exemple à Overcooked. On incarne des petits cuistots et on gagne ensemble ou on perd ensemble. On a une série de plats qui va apparaître en haut de l'écran et il faut se répartir les tâches. Qui va couper les légumes, qui va préparer la soupe, qui va servir les assiettes. Donc il y a un chrono, il faut gérer le stress, il faut se répartir les tâches. Donc un exemple parfait de coopération. Et Moving Out, on est un peu sur l'équivalent, mais cette fois avec des déménageurs qui doivent vider une maison le plus rapidement possible pour charger le camion. Je peux comprendre que certaines personnes dans quelques équipes trouvent que c'est pas leur rôle de proposer ce type d'animation en médiathèque. Il y a déjà beaucoup d'écrans à la maison, c'est déjà une pratique culturelle que les ados font chez eux et quel intérêt de le faire dans la Bible. Ça peut s'entendre, mais ce qu'on va proposer en médiathèque, c'est pas du tout l'expérience de jeu qu'on va avoir seul dans sa chambre sur un lit ou sur un canapé. J'ai déjà parlé de complicité, d'échange, de partage, et le fait de se retrouver en médiathèque, l'expérience sera pas du tout la même. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis décembre 2021, la loi Robert relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique a posé un cadre sur le service public et l'offre que les médiathèques doivent proposer à la population. Dans l'article 1, je peux vous citer que les bibliothèques ont pour mission de garantir l'égal accès de tous à la culture, et notamment au savoir et aux loisirs. Donc ça passe aussi par le jeu vidéo. Juste en dessous, elles conçoivent et mettent en œuvre des services et des activités pour réduire l'illettrisme et l'électronisme. Donc l'électronisme, on va penser aux outils de traitement de texte, Word, Excel, Internet, mais ça peut aussi ouvrir la porte à celles et ceux qui n'ont pas de console à la maison et qui vont, grâce à la médiathèque, pouvoir mettre les mains sur une manette de PlayStation 4 ou de Switch. L'article 4 rappelle que les collections des bibliothèques des collectivités territoriales doivent permettre d'accomplir leur mission, ainsi que les documents sonores et audiovisuels. Donc ça peut passer par les consoles, par les tablettes. Et enfin, l'article 5, les collections des bibliothèques sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et des productions éditoriales. Donc s'interdire de proposer du jeu vidéo, ça pourrait se rapprocher peut-être potentiellement d'une forme de censure,
puisqu'on considère que ça n'a pas sa place en médiathèque, sauf qu'on vient de voir qu'en fait, ça touche une grosse partie de la population, tout âge confondu. Vous pourrez créer du lien social, faire jouer les parents, faire jouer les grands-parents, et je n'oublie pas les seniors. Exemple avec Flower, où on incarne le vent. On est un courant d'air et on va orienter notre manette pour orienter le courant d'air qui va ramasser une multitude de pétales. Et plus vous avez de pétales dans votre brise, plus vous allez dépolluer un paysage bucolique et redonner de la santé à un paysage de campagne. Zenbound vous permet de manipuler un objet en bois à l'écran en manipulant la manette que vous avez dans les mains. Donc vous faites pivoter votre manette pour faire pivoter à l'écran l'objet que vous devez entourer d'une cordelette. Le jeu vidéo vous permettra de faciliter la réflexion et l'échange. Vous pouvez faire des ateliers philo avec du jeu vidéo. Vous pouvez utiliser par exemple Old Man Journey, qui existe et sur PlayStation 4 et en appli sur tablette, l'histoire d'un vieil homme qui refait le fil de sa vie et qui se pose la question s'il a fait les bons choix vis-à-vis de sa femme, de sa fille, par rapport à sa carrière, par rapport aux formes d'éloignement qu'il a eues en prenant telle ou telle décision. Avec Beyond Eyes, une jeune fille qui perd la vue et qui va devoir sortir de sa zone de confort pour apprivoiser l'environnement qui est autour d'elle, représenté par une forme de brouillard blanc. Elle va gagner en confiance en sortant de son jardin et en apprivoisant les rues de son village pour s'habituer à sa cécité qui se développe suite à un accident. Et dans Gris, on est sur la thématique de la résilience. Une jeune femme qui a perdu un être proche et qui va traverser des niveaux sur fond d'aquarelle et de peinture, de couleurs qui se diluent. Et elle va regagner en conscience et retrouver sa voix. Et j'ai un petit coup de cœur pour Gris. Vous pourrez enfin tisser des nouveaux partenariats. Vous n'avez jamais accueilli l'accueil de loisirs. Vous avez un club ado dans votre commune. Ça peut être un biais pour leur donner envie de pousser la porte de la Bible. Alors oui, ils viendront pour jouer, mais vous n'êtes pas à l'abri que leur regard traîne un peu sur vos bacs, sur vos rayonnages et qu'ils repèrent des choses intéressantes à emprunter et qu'à la fin de l'animation, ils en parlent à leurs parents pour venir s'inscrire. Et je termine avec ma diapo préférée. Ça permet de changer l'image de la médiathèque. Parce que dans l'inconscient collectif, une grande partie de la population trouve que la Bible, c'est souvent poussiéreux, avec pourquoi pas des personnes qui ont un caractère un peu tranché, où il faut faire le silence, où on vient pour lire, où il n'y a que du Zola et du Balzac. Eh bien, organisez un tournoi de Mario Kart dans votre commune, et peu importe la population, moi je suis animateur de réseau sur des villages qui ont moins de 1000 habitants, tout de suite ça change un peu le regard. La bibliothèque, elle propose du Mario Kart, elle propose de la Switch, de la PS4, des casques VR, ouais, c'est quand même sympa. Je vais lister rapidement le matériel qu'on a. Une Switch avec 4 manettes, donc vous pouvez jouer à 4 joueurs à la fois. Les manettes telles qu'elles sont sur la photo, vous les retirez du bloc gris et du coup ça fait 4 joueurs. 2 joueurs ont la rouge, 2 joueurs ont la bleue et on peut proposer plein de petits jeux. J'ai fait le choix sur la Switch de proposer plutôt du party game, donc ce sont des jeux courts, rapides, simples à prendre en main pour un public familial et intergénérationnel. Mario Party, qui a une valeur sûre, vous avez plein de petits mini-jeux qui se font en 2-3 minutes. Medal Dash, où on incarne des petites pieuvres qui font une course avec un cadeau d'anniversaire sur la tête, mais comme il n'y en a qu'une qui peut gagner, vous allez vous donner des petits coups de tentacules pour shipper le cadeau aux copains. Et Astro Bears, où on incarne des astronautes sur une sphère, sauf que lorsque votre personnage marche, il y a une traînée de sa couleur derrière lui, et interdiction de marcher sur les itinéraires de tous les autres collègues qui partagent la même sphère que vous. Donc il faut contourner, il faut sauter par-dessus. Les manches durent 5 secondes à chaque fois, et vous en faites 5, 10, 15, 20, jusqu'à ce que le score soit atteint. Sur la PlayStation 4, on va se rapprocher du conte numérique. On va vivre un récit, ce sera plus contemplatif, méditatif, narratif, avec des jeux un peu plus sérieux. Dans Brothers, on incarne un grand frère et un petit frère, mais la particularité, c'est qu'on est 2 joueurs sur la même manette. Donc un joueur va avoir la moitié droite, un joueur va avoir la moitié gauche, et il faut se coordonner sur la même manette pour faire bouger ce binôme qui doit gravir une montagne pour cueillir une fleur qui permettrait de soigner leur père mourant. Unravel, on est une pelote de laine rouge et on va traverser des niveaux magnifiques. Les graphismes de Unravel sont vraiment sublimes.
Et grâce à notre fil de laine, on va pouvoir avancer de plus en plus loin dans les différents paysages qui composent ce jeu. Et Tearaway, enfin, on est un vrai hommage sur les origamis, les pop-up. On peut faire une partie de Tearaway, puis après faire des pliages, raconter un pop-up à la bibliothèque. Et enfin, nos casques de réalité virtuelle. Le PSVR que vous avez à gauche, le PlayStation Virtual Reality, il se branche sur une console qui se branche sur la télé. Donc les joueurs qui regardent la télé voient ce que la personne au casque vit. Et il y a quelques jeux où on est à plusieurs, donc on doit donner des infos, il y a des indices à l'écran que la personne qui a le casque doit écouter, et la personne au casque a des infos que les autres n'ont pas. Donc c'est du partage de données et de la communication pour gagner. Et les deux MetaQuest sont plus autonomes et indépendants, puisque là, vous l'allumez, vous êtes debout et vous avez juste à tracer une arène au sol, un trait autour de vous pour délimiter un secteur, et c'est bon, il n'y a pas besoin de la brancher, de la relier à un ordi ou à une console. Vous êtes opérationnel sur une zone de 1 mètre par 1 mètre. Les valeurs sûres pour ces deux casques. Eagle Flight, on va incarner un aigle qui va survoler un Paris post-apo. L'humanité a disparu, des animaux se sont échappés d'un zoo, donc vous croisez des fois des zèbres ou des éléphants dans les rues de Paris, et vous pouvez passer sous la Tour Eiffel, au-dessus du Sacré-Cœur, et vous orientez votre aigle simplement en penchant la tête ou en regardant dans la direction qui vous intéresse. Et mission ISS, qui avait été sollicitée notamment l'année dernière pour Et si on en parlait sur l'espace, vous permet de découvrir la station internationale et vous avancez grâce au casque MetaQuest dans les couloirs et les capsules de la station internationale. Je vais terminer avec notre portail. Donc, si vous voulez découvrir de la bibliothèque départementale, je vous ai mis l'adresse tout en bas, bibliothèque.touraine.fr. Si vous souhaitez réserver, il faut d'abord que vous alliez sur votre compte. Vous devez vous connecter avec le compte de la médiathèque, par exemple. Et après, on a fait en sorte que la procédure soit très difficile pour découvrir nos jeux de société ou nos jeux vidéo. Vous êtes bibliothécaire, vous cherchez un outil d'animation et vous voulez nos jeux vidéo. C'est tout. Il ne vous reste plus qu'à aller consulter le catalogue. Et j'ai listé tous les jeux qui sont sur la PlayStation 4. On en a 28 aujourd'hui, les jeux de la Switch et les jeux qui sont sur nos casques VR. Je précise que les jeux ne sont pas en boîte, donc ils sont installés sur les consoles. Si vous voulez jouer à Stray, si vous voulez jouer à Moving Out, vous devez emprunter la console où se trouve le jeu, comme une appli sur tablette. On ne peut pas vous prêter une appli avec un code barre. On vous a mis à chaque fois une vidéo si vous voulez voir une bande-annonce des jeux qu'on a au portail. Mais n'oubliez pas qu'il faut la console qui va avec. Vous ne pouvez pas juste prendre le jeu tout seul, puisqu'on en a très peu en physique. Ils sont en dématérialisé sur la Switch, sur la PlayStation 4 et sur nos casques VR. J'ai fait le tour de cette présentation. Je ne sais pas s'il y a eu des questions pendant la prise de parole. Donc, libre à vous de nous solliciter, Brigitte, Benjamin ou moi, si vous avez envie de proposer ce type d'animation dans vos médiathèques. Et puis, nous pourrons vous renseigner si besoin.